Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Une émission que vous attendez tous, une émission lors de laquelle les victimes viennent témoigner de ce qu'elles ont vécu. Pourquoi on fait ces émissions? Ces émissions ont un but. Le but, c'est que chacun d'entre vous aujourd'hui sache que ce que vivent les victimes, ce n'est pas un phénomène de mode, comme certains peuvent le dire, que ce n'est pas un caprice, que ce n'est pas une histoire inventée ou un nouveau délire d'une personne finalement déséquilibrée, comme on peut le lire parfois dans les commentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un nouveau témoignage qui va être poignant, qui va être difficile à entendre, mais qu'il était très important. C'était très important aujourd'hui de faire ce témoignage. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci d'avoir accepté aujourd'hui de témoigner sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire. Est-ce que tu es prêt à parler de ton histoire? Oui, je suis prêt. Ça fait un certain temps que je visionne tes vidéos et que je suis ton travail. Et donc, oui, comme j'ai l'impression de déjà un peu te connaître en t'ayant vu plusieurs fois, même de manière, on va dire, virtuelle, je me sens très à l'aise. Merci pour ces mots. Écoute, je te propose de commencer. Alors, bien entendu, tu viens nous parler aujourd'hui d'une relation de couple que tu as eue pendant combien d'années? Pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi de relation de couple. Est-ce que, avant de rencontrer cette personne, tu avais eu d'autres relations de couple dans ta vie à peu près classiques ou... Oui, alors effectivement, j'ai rien connu de tel. On n'est pas forcément préparé à une rencontre de ce type. Je parle de la dernière en l'occurrence. En fait, jusqu'à présent, je pense que la plupart de mes relations se sont arrêtées suivant un cours assez normal, c'est-à-dire soit il y avait des différences de vision sur le long terme, soit il y avait tout simplement des déplacements géographiques et professionnels qui faisaient qu'à force, les relations ne pouvaient pas tenir parce qu'elles étaient des relations à longue distance. Et j'ai toujours réussi à mettre fin, ou les femmes avec qui j'étais ont réussi à mettre fin aux relations de manière, on va dire, polie, amicale et, on va dire, dans un bon état d'esprit. D'accord. Donc, si je comprends bien, par le passé, tu as eu des ruptures finalement assez classiques qui font partie de la vie presque normale. Qui peuvent être douloureuses parce que Voilà, c'est toujours dur de perdre un rêve, un projet de futur et puis quelqu'un à qui on tient. Mais on s'en remet, on va dire, dans une durée qui paraît assez standard, en fait, quelques mois. Et puis, on reprend le dessus petit à petit. Mais effectivement, là, suite à la dernière rupture, je suis rentré dans un espace mental et de douleur complètement nouveau, en fait. Ok. Alors, ce que je te propose aujourd'hui pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé, c'est de faire une forme d'exposé chronologique pour que tu nous expliques finalement comment s'est déroulée la rencontre, à quel moment tu as commencé à avoir les premiers signes et finalement comment s'est déroulée également la rupture et ton regard sur cette relation passée par la suite. D'accord? Tu veux me parler de la rencontre? Parce qu'il y a souvent des signes en fait lors de la rencontre. Est-ce que c'était ton cas toi aussi ou pas? Moi, j'étais mûr en fait pour faire une rencontre de ce type parce que j'avais eu une préparation avec une rupture assez difficile précédemment, mais encore une fois, rien de comparable à ce qui s'est passé avant. Et j'ai pris 1 an à être tranquille dans mon coin et à me dire, bon, pour l'instant, je me mets en stand-by, je ne fais pas de rencontre. Ce n'était pas vraiment une priorité à ce moment-là. Mais effectivement, il y a quelque chose qui m'est tombé comme ça sur le coin de la figure, dans le cadre d'une conversation dans un café littéraire. Et j'ai été séduit par une personne en fait qui déployait la pensée d'un philosophe que je ne connaissais pas. Et donc j'ai été séduit par sa diction, par le courage aussi que cette personne avait de se mettre en avant comme ça et de parler d'un sujet qui était pas souvent évoqué, même dans le monde universitaire. Et donc j'ai développé assez rapidement une forme d'admiration, mais j'ai pas forcément cherché à avoir une relation. J'ai juste fait glisser un mot pour dire à cette personne que j'avais vraiment apprécié le déploiement du raisonnement de ce philosophe de manière spontanée et improvisée. Et j'ai laissé mes coordonnées et je suis parti. D'accord. Okay. Voilà comment ça s'est passé. 15 jours après, j'ai reçu le premier message et s'en est suivi une très longue période d'échanges épistolaires. D'accord. Vous avez commencé par des échanges épistolaires? Oui, d'abord des
des SMS, WhatsApp, et puis après de longs emails, en fait, où on parlait de littérature, de certains écrivains, en fait, parce qu'on avait des bibliothèques qui n'étaient pas comparables. Et donc, on parlait de certains auteurs qui nous tenaient à cœur, mais qui n'étaient pas forcément dans le même paysage littéraire, en fait. Voilà. C'est parti comme ça. Et la première fois que je l'ai eu au téléphone, eh ben, elle m'a un peu parlé de son passé sentimental, et puis elle a beaucoup pleuré. Et je me suis beaucoup attaché à cette forme de souffrance que portait cette femme. Juste une question. Bien sûr. Déjà, lors de ces échanges épistolaires, c'est un moment où tu t'es livré sur ton ressenti, sur ta manière d'analyser les choses. Est-ce que tu as l'impression que tu lui as permis à ce moment-là de te connaître très rapidement ? Non, je me suis un peu caché quand même derrière des textes et des références littéraires ou philosophiques au début. Et puis des conversations sur, je sais pas, la géographie de nos régions respectives, enfin des choses comme ça. Je me suis pas forcément tout de suite dévoilé. D'accord. Mais quand j'ai eu cette personne au téléphone, là, effectivement, elle s'est beaucoup dévoilée. Ok. Et c'est comme si j'avais pris en moi tout ce paquet de souffrances qu'elle exprimait, en fait. Et j'ai même ressenti, en fait, dans mon ventre une sorte de boule, une manifestation physique, en fait, où je me disais, bon, waouh, c'est incroyable. Et puis comme je l'entendais pleurer, ça m'avait beaucoup touché. Ok. Et donc, je pense que je sais pas, on appelle ça tomber amoureux. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'était une manifestation psychologique totalement nouvelle où je me suis, on va dire, laissé aller dans un élan que je n'avais pas connu avant. Ce qui fait que le lendemain de cette conversation téléphonique, je me suis permis de lui envoyer un email dans lequel je lui disais que, à présent, si elle voulait, elle pouvait compter sur moi, sur ma présence, et que je serais là. Et j'ai fait une déclaration peut-être un peu trop enflammée, mais qui était en écho, on va dire, à la détresse exprimée lors du premier appel. C'est intéressant parce que tu vois que c'est très sournois comme mécanisme que tu viens d'expliquer, parce que, en fait, ce qu'elle était en train de faire, selon moi, quand je t'entends parler, c'est qu'elle exprimait une vulnérabilité très forte, et que l'expression d'une vulnérabilité, c'est ce qui fait que tu arrives à te connecter aux personnes. Donc, ce qu'elle attendait à ce moment-là, quand elle exprimait sa vulnérabilité, c'était une connexion émotionnelle très forte avec toi. Oui, alors, je suis d'accord avec toi. C'est sournois, probablement, mais c'est aussi probablement, automatique chez cette personne. Oui, bien sûr. Parce que si on veut, par la suite, quand on ira plus loin dans le récit, j'ai trouvé des éléments qu'elle a oubliés chez moi, de correspondance qu'elle a eue avec d'autres hommes avant moi, où on retrouve exactement les mêmes mécaniques répliquées à l'infini sur un type d'homme, pas avec d'autres hommes. Ouais. Enfin, on y viendra aussi. C'est une personne qui a des discours qui diffèrent selon le profil de l'homme. D'accord. Donc elle a adapté son discours en fonction du profil, en fonction de ton profil, en fait. Voilà, disons que j'ai le profil un peu plus poète romantique. Donc, je suis travaillé sur ces mécaniques-là, sentimentales et ainsi de suite. Ok, d'accord. Sur d'autres profils qui sont plutôt peut-être stéréotypés dans une réussite matérielle et financière assez forte, le positionnement est très différent. Ok, d'accord. C'est plus un positionnement, on va dire, de séduction sans vulnérabilité. Ouais, des profils beaucoup plus sensuels. Ouais. Beaucoup plus sensuels et voire sexuels, directement. Parce que là, avec moi, la question sensuelle et sexuelle n'était pas là. On vivait dans un monde, une sorte de rêve partagé, romantique, qu'on aurait pu placer dans un siècle qui a disparu depuis très longtemps, en fait. Okay. Donc, elle a répondu, en fait, elle a analysé, elle a senti tout de suite ta personnalité, ton besoin, et t'a proposé ce dont tu rêvais. Encore une fois, je pense que ça se place sur un mécanisme qui lui échappe. Oui, ça, je l'ai compris. Voilà. Mais et donc, effectivement, ça a été mis en place, mais j'y ai répondu. Oui, tout à fait. Donc, je suis à la fois, victime de ça, mais aussi j'ai alimenté ça, parce que ça répondait chez moi à un besoin de m'échapper, en fait, de relations qui étaient peut-être un peu trop terre-à-terre. Et où là, je retrouvais un souffle romantique et littéraire qu'on peut retrouver chez Goethe dans Le Jeune Werther, où on était sur ce type de relations épistolaires et romantiques, en fait. Ouais, de la profondeur. C'est ce que tu retrouvais, de la profondeur. Alors, je pensais en trouver, mais au final, tout ça, c'était du vernis littéraire, probablement. Oui, alors ça, j'ai bien compris. Parce que par la suite, j'ai réalisé qu'au final,
tout le parcours était factice, en fait. Ouais, ok. Donc, ok, vous avez cette relation épistolaire, vous avez ces appels téléphoniques. Comment ça s'enchaîne par la suite? Ça s'enchaîne par une folie de mon côté qui est d'attendre un signe. Et le signe viendra sous la forme d'une visite de cette personne qui fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir me voir. Et qui me traite comme si j'étais un miracle, un prince. Donc du love bombing. Probablement ça s'appelle comme ça maintenant, parce que voilà, on a disséqué les choses, mais disons qu'il y a quelques siècles, on aurait peut-être appelé ça un coup de foudre. À Notting Hill. Voilà, on n'avait peut-être pas encore associé coup de foudre et maladie mentale, mais voilà, et moi non plus d'ailleurs à ce moment-là. Oui, et puis je me suis laissé prendre, et puis j'ai alimenté la chose aussi. Il faut aussi que je sois honnête là-dessus. C'est que ça répondait chez moi effectivement à ce besoin d'exaltation que j'avais à ce moment-là, que je n'avais pas eu avant, et ce qui m'a surpris de moi en fait. Donc il y a quelque chose, il y a comme un verrou, quelque chose qui s'est découpillé, et qui, je ne sais pas, a lâché une puissance même de démiurge au niveau créatif. C'est-à-dire je me suis mis à écrire des poèmes, j'ai commencé l'écriture de romans. J'aurais écouté de la musique classique que j'avais oubliée depuis un certain temps. Je ne sais pas, elle m'avait reconnecté à une forme de passé que j'avais mis de côté, en fait. Voilà. Ok. Et puis, surtout, tu étais dans un état amoureux. Donc, quand tu as certaines personnes qui considèrent l'état amoureux même proche d'un état de délire. Et c'est pour ça que cet état doit être en partie temporaire, parce que d'être dans cet état amoureux sur le long terme, en fait, c'est pas vivable. C'est pour ça que je peux la remercier de la rupture déjà, parce que sinon, je serais encore là-dedans et je pense qu'effectivement, je vivrais sous les ponts. Ah ouais. Alors, ok, donc à quel moment vous êtes officiellement en couple? Elle vient chez moi. Bon, très rapidement, il se passe ce qui doit se passer entre un homme et une femme qui éprouvent du désir l'un pour l'autre. Et là, c'est des sensations, chimiques inédites aussi. Donc en fait, on a une vie en version turbo. On en oublie un peu le reste. Et très vite, on passe notre temps ensemble. Et on fusionne nos vies de manière beaucoup trop rapide, sans savoir vraiment qui on est. Mais la conversation... maintenant, avec le recul, je vois que c'est un peu factice. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraiment déterminée par le corps et une partie qui est déterminée par un rêve entretenu par l'autre, d'un romantisme... complètement fou, qui ressemble à un film qui ne s'arrête jamais, en fait. Donc, et on se laisse prendre et on est exalté. Tu vis un sentiment, là, tu es au top de ta dopamine, tu vis un rêve éveillé, là. Tout est au top. Ouais. Mais très vite, arrive le premier accro, au bout de 3 mois. D'accord. Je prends une gifle sur un désaccord. Je suis assis un peu dans cette position, et puis elle passe et me met une gifle, ce qui me surprend beaucoup. Donc je me lève, je ne sais pas quoi faire, et je décide de partir. Attends, tu as la personne qui te donne une gifle et tu décides de fuir, toi? Oui. Ok, d'accord. Oui, pour processer, pour comprendre ce qui s'est passé? Parce que ça me rappelle des épisodes de mon enfance. D'accord. Que mon père n'a pas forcément réussi à gérer de la même manière. Parce que tu as été victime de violence de la part de ton père quand tu étais enfant? Oui, ma mère aussi, mais lui aussi. Enfin, c'était le contexte familial. Et en fait, la fuite me paraît être la meilleure solution, plutôt que les choses s'enveniment. Ouais. Et donc, je suis rentré chez moi. Et ça, c'était le premier épisode où j'ai pas vraiment eu de nouvelles pendant quelques jours, jusqu'à ce que j'ai des lettres d'excuses, des mots d'excuses, enfin, ce genre de choses. Et malheureusement pour moi, j'ai recommencé la relation. Et là, ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, il n'y avait pas d'épisode de violence. En fait. Donc j'ai mis ça sur le dos, peut-être des débuts, trop d'exaltation et ainsi de suite. Et là, on va dire, pendant les 6-7 mois qui continuent, il n'y a pas de manifestation physique. Alors, ce qu'il y a de temps en temps, c'est des petites humiliations. D'accord. Comme quoi, par exemple? Le premier épisode, c'est très simple. J'ai fait à dîner. Mais je suis pas trop mauvais cuisinier, en fait. Enfin, a priori, les gens autour de moi, c'est ce qu'ils pensent de moi. Donc, j'ai fait quelque chose qui me paraissait assez bon. Cette personne a un enfant. L'enfant a beaucoup apprécié la nourriture. Mais elle m'a regardé et elle m'a dit que je cuisinais sans style. Donc ça, c'est le premier épisode.
Alors, j'ai Ok. pas vraiment noté parce que j'étais content que L'enfant l'enfant apprécie. apprécie. Donc, voilà, j'étais très content. Un deuxième épisode, quelques jours après, c'est qu'elle a une panne sur son véhicule et je mets les mains dans le moteur et j'arrive à identifier où est la panne. Seulement, il me manque un outil. Et j'ai vu que 2-3 maisons plus loin, il y avait quelqu'un qui avait le même type de véhicule et je me suis dit peut-être que lui, comme il a l'air bricoleur, il a peut-être l'outil qu'il me faut pour réparer cette panne. Donc je suis allé frapper à sa porte, il est venu avec moi, il m'a prêté l'outil, on a regardé ça, on a réglé la panne et je lui ai dit c'est bon, le problème est réglé. Et là elle m'a regardé, elle m'a dit ouais, le voisin c'est un vrai mec. Voilà. Et toi, Donc, ta réaction là? La elle m'a- fuite encore ou pas? non pas fuite, isolement, très blessé, mais je suis parti quelques jours après. Ouais. Ah, donc, c'est-à-dire que les 3 épisodes que tu viens de me raconter, sur 3 épisodes, tu choisis la fuite. Mais des fuites temporaires en fait. D'accord, mais c'est des fuites quand même comme ça. C'est le moment, un moment où tu analyses, tu te recentres, tu essaies peut-être de trouver des excuses à son comportement, essaies de comprendre, essaies de savoir toi ce que tu ressens. Il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. En fait, je tiens tellement au rêve implanté initialement Ouais. que j'ai envie qu'il continue. Mais Ouais. je le vois maintenant en fait. Bien sûr. Mais une fois que j'étais dedans, en fait, souvent je vois des témoignages de femmes qui sont battues Ouais. et des gens qui leur disent mais pourquoi tu restes, pourquoi t'es pas parti plus tôt et ainsi de suite. Et je peux enfin les comprendre Ouais. Bah oui. parce que il n'y a aucun réflexe de survie chez moi qui me dit à ce moment-là de partir. Ouais. Juste de faire une pause, ça va s'arranger, je reconstruis, je fais des efforts, bon, et ainsi de suite. Ouais. Il y a un moment où j'ai commencé à réagir avec presque la même intensité on va dire, de volume verbal, mais sans aller jusqu'à l'horreur verbale qui était dirigée contre moi. Alors, j'ai pas exactement compris. J'essaie Dis-moi. de retenir quand même mes mots, D'accord. parce qu'en face, il y avait quasiment plus de limites à ce moment-là. D'accord. Donc il y avait beaucoup d'insultes, pas mal de rabaissements, enfin bon. En fait, elle montait en intensité, en fait, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui, sauf quand on arrivait proche de la rupture. Là, il y avait une nouvelle conciliation. Et je me souviens, au bout d'un an, elle était venue chez moi, m'avait écrit plein de poèmes pour m'expliquer à quel point la relation était importante. Enfin, les paysages dans lesquels on s'était fréquentés étaient importants. Enfin, il y avait toute une... il y avait des pleurs aussi. Et puis elle est venue chez moi en se mettant presque à genoux pour m'implorer de lui donner encore une chance. Elle est allée voir quelques personnes de ma famille qui m'ont appelé, qui m'ont dit ouais quand même, t'es trop dur, peut-être tu devrais. Et là, moi, j'avais fermé ma porte. En fait, j'étais assez décidé à rompre. Et malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais trop faible. Et ouais, là, j'ai replongé. Voilà. Ok. Au moment où j'ai replongé, on a commencé au final à mieux s'entendre et avoir des projets enfin. Vraiment s'installer ensemble dans un lieu tiers, prendre un appartement ensemble. Donc là, je coupe, il y a énormément d'épisodes, énormément de choses. Mais pour donner une idée de la dynamique, je trouve un appartement, Ouais. on se met tous les deux sur le bail, on doit payer chacun la moitié du loyer, mais quand elle arrive dans la ville en question, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contacte l'agence immobilière pour refaire un bail, mais juste à son nom. Et une fois que je suis dans l'appartement, on me demande de payer la moitié du loyer, mais sans habiter avec elle. Pardon. Voilà. Elle t'a demandé de payer la moitié du loyer sans que tu habites avec elle. Oui, c'était Dans ça. un appartement où vous deviez être en principe tous les deux co-signataires. Exactement. D'accord. Voilà. Et là, tu réagis comment? Eh ben, je rentre chez moi. Là, tu rentres chez toi, tu décides de ne pas emménager avec elle? Ben, j'ai pas le choix, je suis plus sur le bail. D'accord. Mais c'est vrai que là, j'ai eu des mots un peu difficiles, D'accord. dans la mesure où je lui ai demandé ce qui faisait qu'elle pouvait se permettre de demander autant de choses. Voilà, que c'était trop. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose de si spécial que je paye un loyer sans habiter avec elle. Ce à quoi elle a très mal réagi en montrant à quel point elle avait des options avec des tas d'hommes mieux que moi. Parce que ça, c'était toujours le leitmotiv, en fait. J'ai toujours été comparé, quelque part. Soit un ex qui était toujours là, au final, je l'ai vu, je l'ai appris par la suite, mais il y a
probablement jamais eu de rupture entre eux. Donc toujours comparé à cet homme sur plein de points. Et puis qu'elle avait d'autres options qui étaient mieux que moi. Des millionnaires, des hommes grands, des hommes avec des abdos, enfin bon, toujours le même speech. Donc elle te rabaissait pour te faire accepter l'inacceptable. C'était à peu près ça. Et en fait, pourquoi je suis rentré là-dedans ? Alors ça, je l'ai compris très tard, mais je ne sais pas si c'est de la psychologie de comptoir, mais comment dire, je rejouais la même partition que je rejouais avec ma mère. En fait. Donc je ne pensais pas qu'on pouvait tomber sur une copie carbone de sa mère, mais c'est possible. Et donc, tu l'as rejoué jusqu'à comprendre, en fait. Oui. Parce que quand on est enfant, bon, on entend les insultes, ainsi de suite, mais on ne peut pas se dire qu'un jour, on va rencontrer quelqu'un qui va nous permettre de rejouer la même partition et les mêmes tranches d'enfance. Alors, je ne sais pas si c'est psychologiquement valide ce que je raconte ou pas, ou ainsi de suite, mais c'est mon intuition, avec le recul, c'est que j'ai rejoué une partie de mon enfance et j'ai rejoué une relation encore pire, en fait, mais... Le talent de mon ex, c'est d'avoir trouvé exactement les mêmes insultes quasiment que ma mère. En fait. Et c'était quoi ces insultes ? J'ai pas envie trop de rentrer dans les détails, mais on peut imaginer tout ce qui peut rabaisser un homme, en fait. Oui. Ok, d'accord. Que ce soit sur son physique, sur son... T'arriveras à rien avec les nanas, de toute façon tu ressembles à rien. Oui, et puis comparé au père, tu seras... raté comme ton père, flemmard comme ton père, gros comme ton père. T'es un bon à rien de toute façon, personne ne t'aimera jamais. Ouais, la totale. Voilà. Okay. Juste pour replacer le contexte, effectivement, j'ai pardonné à ma mère parce que j'avais bien compris, en étant adulte, que c'était une sorte de rengaine qu'elle avait, des crises de rage, un peu comme mon ex. C'est-à-dire, on peut être assis au restaurant et tout d'un coup, il y a une crise de rage, on ne sait pas pourquoi. L'œil change de couleur et on a une autre personne, en fait. Et c'est le mari de ma tante qui m'a alerté là-dessus, parce qu'on avait une réunion de famille, puis elle est venue et il m'a dit il y a quelque chose de bizarre dans son œil, elle change d'humeur comme ça. C'est vraiment étrange. Et j'ai une question, est-ce que quand tu recevais toutes ces insultes, tu te disais je peux aimer tout en étant insulté ? Est-ce qu'on peut aimer en insultant, d'après toi ? Quand j'étais enfant, j'étais obligé, pour survivre, de penser que les deux étaient concomitants. Bien sûr. Et aujourd'hui ? Ou quand tu étais dans la relation ? Non, mais aujourd'hui, c'est réglé. Ouais. Mais quand j'étais dans la relation, j'étais le moi qui avait 7 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est fait petit à petit. Je ne sais pas comment j'ai glissé là-dedans. Ça restera ineffable. Ça restera vraiment le mystère, pour l'instant, que je n'ai pas réussi à saisir. Mais, encore une fois, je n'ai pas besoin de tout saisir parce que ce qui m'intéressait, c'était la guérison. Ouais. Et j'ai bien vu que comprendre, ce n'est pas forcément guérir. Ouais. Parce que ça se joue sur un autre plan. Ouais. Ça joue dans le corps, ça joue dans l'émotionnel, alors que la rationalité, c'est quelque chose de totalement différent. Oui, mais ça m'a quand même aidé à créer des schémas, à voir aussi quelle est ma responsabilité là-dedans. Donc, comme je dis souvent, je suis 100% victime, mais aussi 100% responsable de ce qui s'est passé. Ouais. Et les deux réalités coexistent. C'est-à-dire, et ça c'est des fois dur pour les gens de penser, je suis obligé aussi, en termes de concept même opératoire, de penser que je suis responsable pour pouvoir agir après. Parce que si je reste trop longtemps dans ma posture de victime, je me laisse ensevelir et je n'ai plus la capacité de mobiliser des ressources intimes pour me projeter dans mon destin, en fait. Alors, attention, j'ai quand même envie de mettre un peu de nuance dans ce que tu dis pour arriver à ce discours où tu te sens également responsable de ce que tu as vécu. Tu as d'abord dû passer par ce statut de victime. Ouais, mais c'est peut-être, je ne sais pas, hein, c'est prétentieux ce que je vais dire. C'est ce message que je voudrais faire passer, c'est de ne pas rester peut-être trop de temps dans cette posture de victime et de réaliser qu'il y a des modalités de guérison qui sont un peu plus rapides si on estime qu'on a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et alors, quelle était ta responsabilité dans ce qui s'est passé ? J'ai surestimé ma capacité à changer l'autre par la puissance de mes sentiments amoureux. Ah, tu pensais à l'époque qu'on pouvait changer l'autre en étant amoureux ? Juste un peu plus fort dans le micro, si possible. Moi aussi ? Non, toi, ça va. Ok. Et plus proche du micro, je suis désolée. Peut-être pas sauver l'autre, mais
Déjà, je ne pensais pas en termes d'autres et de moi. Je pensais en termes de nous. Donc la fusion. Pour moi, il y avait une tierce entité qui était le couple. Et donc, moi, j'alimentais beaucoup en énergie ce concept de couple. Tandis que je pense que l'autre, presque, faisait semblant que ce concept existait, mais était ailleurs un peu. En fait, de toute façon, il y avait tellement de vies parallèles dans sa vie qu'elle ne pouvait pas avoir la même énergie que moi, qui me mettait 100% sur ce projet, en fait. Si l'une de tes responsabilités, ce serait de t'être mis à 100% sur la relation? C'est ça que tu es en train de me dire? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas un expert de la question, mais mettre 100% de son énergie dans ce projet, c'est valable peut-être si et seulement si l'autre fonctionne sur le même registre, en fait. Ouais, si vous avez les mêmes valeurs. Oui, et s'il y a une partie qui ne fait pas semblant d'être sur les mêmes valeurs. D'accord. Parce que, une anecdote, quand je suis rentré chez elle la première fois, il y avait un livre religieux sur la place des femmes dans le couple, la place des femmes dans la société, le rôle d'une mère, enfin, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui m'a tout de suite parlé de valeurs traditionnelles assez tôt, mais qui en fait avait une vie parallèle qui correspondait strictement rien à ces normes énoncées. Et moi, j'ai plongé dans le discours, parce qu'effectivement, à ce moment-là, j'avais pas d'éléments qui me montraient qu'elle avait des vies parallèles, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle met tout en place pour qu'il y ait une confusion. Une confusion entre les insultes et le fait qu'elle te dise qu'elle t'aime. Une confusion entre ces bouquins que tu as à la maison où elle te fait croire qu'elle a des valeurs traditionnelles alors que manifestement, tu n'as pas les éléments pour le confirmer. Oui. Ou peut-être même carrément des doutes. Donc, à partir du moment où tu donnes des informations contradictoires à quelqu'un, tu ne peux plus penser. Oui, je pense que tu as raison. C'est le stade ultime de cette relation, c'est la confusion totale. Ouais. Et c'est la perte d'identité. Ouais. Tu as senti que tu avais perdu ton identité, toi, pendant un temps de la relation? Pendant la rupture, après? En fait, il y a un moment où j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait la volonté de me détruire. Il y a eu ce regard où j'ai fait, bon, alors là, c'est clairement... Tu veux ma mort? Tu veux ma mort? C'était ça? Parce que détruire, c'est ça que ça fait penser à la mort, quand même, quand tu utilises ce mot. C'est une mort, c'est me dévitaliser comme une dent, en fait. Ouais, il y avait ce côté-là. Ok. En fait, il y a eu ce moment de retournement où j'ai vu ses yeux et tous les actes positifs de générosité ou ainsi de suite que je faisais étaient systématiquement détruits ou dénigrés ou rejetés ou moqués. Et donc, ça aussi, c'est une erreur que j'ai pu commettre, c'est-à-dire il faut être fou de s'acharner, de vouloir bien faire les choses avec quelqu'un qui semble vous détester sur un plan inconscient, en fait. Et il y a une détestation profonde. Donc au début de la relation, ça se manifestait par des crises de rage, des insultes, des coups. Qu'est-ce qu'elle te donnait comme coup? Jusqu'où ça allait? L'épilogue, on va dire, de tout ça, c'est quand j'ai découvert certaines de ses manigances en arrière-plan avec d'autres hommes. Elle avait d'autres relations en parallèle? Oui. D'accord, ok. Quand j'ai découvert ça, je pense que c'était impossible pour elle d'accepter que la réalité éclate enfin. Donc elle est passée chez moi et j'ai eu le malheur d'ouvrir la porte. Et là, effectivement, elle a saisi un haltère. Elle a essayé de me fracasser le crâne avec. Elle a essayé de te tuer, donc. Avec un haltère, ça fait pas du bien. Je dirais pas me tuer, mais bon. En tout cas, elle a essayé de porter un coup que j'ai esquivé. Et en voulant m'échapper de mon domicile, elle m'a saisi par les cheveux, elle m'a arraché une touffe de cheveux. Juste l'anecdote est très intéressante. Est-ce que tu peux la raconter plus fort? Parce que du coup, là, on entend mal. Je sais que ça fait du spectaculaire, mais... Non, je sais, je suis désolé, mais c'est... Je reprends où, alors? Je repose la question. Donc, elle est rentrée en rage narcissique. Ouais. Qu'elle a sonné chez toi. Il y a eu plusieurs épisodes de rage. Elle m'a jeté des téléphones, des PC, pas forcément directement dessus, mais par terre, sur les murs. Enfin, il y a eu des crises comme ça, comme un enfant gâté qui reçoit pas, on va dire, sa récompense. On voit clairement une transition dans un autre
une autre personne, comme une régression, en fait. Il y a ce moment-là. Mais oui, quand j'ai compris un peu ce qui se passait dans mon dos... Donc, quand tu dis dans ton dos, c'est les relations extra-conjugales qu'elle avait. Oui, j'ai découvert ça par hasard, en fait. Elle a toujours fouillé dans mon téléphone, dans mon PC, mais bon, elle n'y a rien trouvé. Et donc, j'ai été accusé d'être un expert pour cacher les choses. Elle parlait d'elle-même, là, à ce moment-là. Je pense que toute cette relation, en fait, c'était une projection et j'étais un écran, en fait. C'est tout. C'est un très, très beau résumé. Oui, c'était à peu près ça. Mais donc, en fait, le point d'orgue, on va dire, enfin, ou le point le plus pathétique dans mon existence, à ce moment-là, c'est quand elle est passée chez moi, qu'elle a saisi un haltère, qu'elle a essayé de me frapper avec. J'ai essayé de m'échapper de mon appartement. Elle a essayé de te frapper où, avec cet haltère? J'avais le dos tourné, elle a essayé de me frapper sur la tête, en fait. D'accord. Elle a essayé de te frapper alors que tu étais de dos. Oui, mais j'avais un miroir. Ah, donc c'est le miroir qui t'a sauvé. J'ai vu ce qui commençait à se préparer, donc j'ai accéléré. Quand on est un homme, on peut facilement se défendre contre une femme comme ça. Il y a 40 Physiquement. Oui, il y a 40 kilos de différence entre elle et moi, probablement. Donc ça n'aurait pas été trop difficile, mais la peur des conséquences des actes que je pourrais avoir. Parce que je sais très bien que si je cède à la tentation, les dégâts que je vais causer seront beaucoup plus importants que les dégâts qu'elle peut me causer moi. Et face à la police, j'aurais du mal à me défendre, en fait. Donc j'avais tout ça en tête. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est parce que tu es un homme, que tu sais très bien qu'il y a une différence de poids, de force, de taille physique. Oui. Si tu te retrouvais à aller être auditionné pour un dépôt de plainte qu'elle aurait potentiellement déposé, tu serais forcément pris pour le coupable. Mais oui, mais bien sûr, parce que rien qu'en sortant de mon appartement, il y a une de mes voisines qui a sorti la tête de sa porte comme ça et elle a demandé à mon ex si elle avait besoin d'aide et si elle devait appeler la police. Alors que c'est moi qui étais en train de fuir. Ouais. Mais par contre, cette voisine a vu que quand j'ai essayé de partir, mon ex m'a saisi les cheveux. Et donc, c'est là où elle a compris que c'était peut-être moi qui étais la victime. Mais évidemment, elle n'a pas eu le réflexe d'appeler la police pour moi. Je me suis sauvé dans la rue. Ouais. Je pensais être tranquille parce que j'ai entendu mon ex démarrer son véhicule. Mais malheureusement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris de l'élan avec son véhicule pour essayer de me faucher, en fait. Okay. Donc j'ai sauté sur un muret. Là, il y avait des témoins. Donc j'ai une voisine qui a appelé la gendarmerie. Il y avait des témoins dans la rue aussi. Donc les gendarmes sont très vite arrivés. Je ne sais pas pour quelle raison elle est encore revenue, mais là, elle est tombée sur un barrage de gendarmes qui l'ont stoppée, en fait. Tu sais, ce qui me surprend, là, quand je t'entends, c'est que tu me parles de quelqu'un qui a essayé de te frapper de dos avec un haltère sur ta tête. Tu me parles de quelqu'un qui a essayé de te faucher avec sa voiture. Et tout à l'heure, je te posais la question, mais en fait, elle essaie de te tuer. Et toi, j'ai senti comme une gêne, tu sais, quand je te disais ça. Non, c'est toujours pas possible. Mais moi, quand tu me décris ça, j'ai l'impression que c'est évident. Tu vois que la personne qui veut te taper le crâne avec un haltère et quelqu'un qui essaie de te faucher en voiture, en fait, moi, ça me paraît être évident que c'est une tentative, tu vois, de meurtre. Oui, alors, la gendarmerie m'a demandé de porter plainte. Parce qu'en fait, elle, quand elle est revenue sur les lieux, on va dire, de mon domicile, elle est tombée sur un barrage de gendarmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a insulté, en sortant du véhicule, les gendarmes. Bien sûr, c'est parfait. La voisine qui a appelé la police, en la traitant de grosse, en fait. Je ne sais pas ce que ça venait faire là, mais bon, voilà, c'est suite. En disant qu'elle gagnait tant et tant par mois et que c'était quelqu'un d'important. Et bon, voilà. Et sur l'image, toujours l'image. Peut-être, oui, et que je l'avais frappé en premier. Ce à quoi ma voisine du dessous, qui avait entendu en fait le début de ce qui se passait chez moi, a dit aux gendarmes que c'était pas du tout le cas, que j'ai essayé de me barrer et que je voulais surtout qu'il se passe rien en fait entre elle et moi au niveau violence physique. Et il y a un des gendarmes qui a placé la lampe torche sur son visage parce qu'elle prétendait avoir reçu un coup de poing. Il a dit mais il n'y a aucune marque, tandis que lui, son visage est rempli de sang, il lui manque des cheveux. Ah, donc voilà.
Tu m'as dit, je croyais qu'elle n'avait pas réussi à te frapper, donc elle a réussi quand même à te Elle n'a frapper. pas réussi à me frapper, elle a réussi à m'attraper les cheveux et à me griffer le visage. Elle t'a griffé le visage. Oui. Ok, d'accord. C'est ce que une des voisines a vu, celle qui voulait la protéger en appelant la police, en fait. D'accord. Et t'as porté plainte ou pas finalement? Alors, j'étais debout dans la rue comme ça et j'ai pensé à son enfant. Et je me suis dit, si je porte plainte et que ça s'envenime, que va devenir cet enfant? Il faut voir que je me suis beaucoup attaché à cet enfant. Au début, il m'a été demandé de ne pas m'en occuper parce que je n'étais pas le père. Puis par la suite, on m'a reproché de ne pas m'en occuper, en fait. Mais si je m'en occupais, on me rappelait toujours que je n'avais pas grand-chose à lui dire vu que je n'étais pas le père, en fait. C'est le principe des injonctions paradoxales. Tout à fait, on ne sait pas quoi faire. Donc après, on se dit, bon, je m'occupe du gamin et je n'écoute pas ce qui se passe autour parce que ce gamin, il y a clairement un déficit dans son éducation, que ce soit sur le plan diététique même, sur le plan de sa confiance en lui. Donc je lui ai permis au moins à cet enfant de faire du sport, de faire un sport de combat pour pas être toujours la victime à l'école. Ouais. Et en fait, lui, peut-être 6 mois avant la rupture, je suis allé avec lui acheter du matériel pour qu'il puisse aller partir en camp. Et sur le parking de ce supermarché, il m'a dit « Je pense que tu devrais quitter ma mère parce qu'un jour, elle va te tuer. » Waouh. Donc lui, il avait déjà tout compris, l'enfant. Je pense que c'est un enfant qui est très conscient, mais comme il m'a dit quand je l'ai vu la dernière fois, parce que je suis allé le saluer, on va dire, sans que la mère soit au courant, pour lui dire au revoir, parce qu'effectivement, la mère ne va pas laisser lui dire au revoir. Il m'a regardé, il m'a dit « Toi, tu as de la chance, mais moi, je suis coincé avec elle. » Pour le moment. Est-ce que tu penses que cet enfant pourra s'en sortir un jour? J'ai essayé de lui donner une astuce. Alors, un jour, je lui avais montré le film Gladiator. Ouais. Et en fait, ce qui m'avait fasciné chez cet enfant, c'est qu'il n'était pas du tout impressionné par le personnage interprété par Russell Crowe, le personnage principal, mais il était fasciné par l'empereur, par Marc Aurèle. Et donc, je me suis permis de lui acheter les pensées de Marc Aurèle, mais une version, assimilable par un enfant de son âge. Et je lui ai dit, à l'arrière, tu verras, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est Épictète et son manuel. Et je lui ai dit, tu vois, quand tu regardes des adultes comme ta mère et moi, essaie de te référer au message qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire essaie de comprendre ce qui se passe. Mais ne réagis pas trop, forcément, avec tes émotions, mais regarde ce qui se passe pour éventuellement ne pas devenir comme nous, en fait, et être dans une relation aussi toxique. Voilà. C'est le seul message que j'ai réussi à lui faire passer. Après, il a suivi son chemin et je n'ai pas de nouvelles, en fait. D'accord, ok. Mais à la fin de la relation, je dirais que tout ce qui m'intéressait, c'était de laisser encore quelque chose à cet enfant. La relation avec cette femme ne m'intéressait quasiment plus à ce moment-là. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était... qui dépassait largement ce que je pouvais supporter sur le plan psychologique. Oui, tu t'étais déjà détaché émotionnellement. Tu avais déjà fait ce travail. Tu étais en train de le faire, tout au moins. C'est plus compliqué que ça. Il y a une partie de moi qui avait toujours de l'espoir. Donc je devais lutter à la fois contre mes sentiments. Et j'avais l'impression que je les renforçais en faisant ça. Donc c'était un chaos total dans ma tête. Je voulais partir, mais en même temps, je ne voulais pas lâcher certaines promesses qui avaient été faites. Donc ça aussi, quand on parlait d'erreurs fatales au début, c'est de tenir certaines promesses en fait, qui ont été faites sur des informations erronées. En fait. Alors, tu peux me donner un exemple pour que je comprenne bien ce que tu dis? C'est-à-dire, quand on promet à quelqu'un de s'engager avec, on a l'impression de s'engager avec la personne qu'on a en face de nous. Mais là, au final, comme j'avais en face de moi un être qui était fait... pas de l'étoffe de ses songes, comme dirait Shakespeare, mais comme de l'étoffe de ses mensonges. Voilà, mais tout ça, je l'ai découvert 2 ans après, par le fait de tomber sur une clé USB qu'elle a oubliée chez moi dans un sac, et où j'ai vu que ce soit en termes de diplôme, de parcours professionnel, beaucoup de choses étaient fausses, en fait. Voilà. Par exemple?
Qu'est-ce qui était faux dans sa personne, de ce qu'elle pouvait raconter Ce qui était faux, c'était de dire qu'elle avait par exemple beaucoup travaillé pour financer ses études, Ouais, alors qu'il y avait un homme derrière elle qui finançait pas mal de choses. d'accord. Et cet homme essayait de récupérer une partie de l'argent dans certains échanges, mais D'accord. voilà, j'ai bien vu que il avait dû partir loin. Et en fait, effectivement, elle avait toujours fouillé dans mes ordinateurs et mon téléphone. Et le hasard a fait qu'un jour, je passe chez elle, et qui était censé être le chez nous, en fait. Parce que je passais chez elle quand j'étais utile, pour garder son enfant, pour l'amener au sport. Enfin, voilà. Après, j'étais devenu une sorte de chauffeur, guide touristique, enfin, amuseur, bouffon. Mais j'étais plus là, en fait. Je sais pas qui j'étais à ce moment-là. Je rendais juste service de manière automatisée, en fait. Ouais. Comme un... Ouais, je suis devenu une sorte de toutou, Tu en faisais une fait. prestation de service. Oui, parce que je pensais que les choses pouvaient encore s'améliorer. Bon, bref. J'ai juste une question a posteriori. Est-ce que tu trouves ça normal de pouvoir regarder, qu'on regarde dans ton téléphone, dans tes mails, qu'on fout tout? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un comportement qui est normal? Je sais pas ce qui est normal ou pas normal. Là, ça fait quelques mois que je suis avec une femme. Elle peut regarder dans mon téléphone si elle veut, parce que je l'ai invitée à le faire, parce que je veux lui montrer que j'ai pas de vie parallèle, en fait. Voilà, je m'en tiens à ça. Ok. Mais elle le fait pas. Tandis que moi, ça a été fait voilà, quand j'étais sous la douche. Tout d'un coup, je la voyais sur mon ordinateur. Enfin, voilà. Et elle était jalouse de mon passé. D'accord. Donc, comme elle a trouvé dans mes emails quelques correspondances qui avaient même des fois 10 ans, ça l'a profondément énervée. Ouais. Tandis qu'elle n'avait pas de passé, en fait. Elle n'avait pas de passé. Non, elle n'avait pas vraiment de passé, non. Elle avait pas- Elle avait un mari qui avait tous les torts, et ainsi de suite. Et la première fois que j'ai vu son mari, je lui ai dit, mais waouh, il a quel âge? Et elle m'a dit son âge, et en fait, le type faisait 30 ans de plus. Mais maintenant, je sais pourquoi. Mais attends, t'as compris. C'était son ex-mari qui l'avait quitté? Je ne saurais jamais ça. Ah, ça, tu sauras jamais. Mais je sais que tout ce qu'elle l'accuse de ne pas faire avec son enfant, c'est faux. Parce Ouais. que j'ai vu certaines correspondances dans lesquelles lui met les choses en place dès le début de la séparation pour D'accord. passer du temps avec son enfant. Si j'ai bien compris, tu étais avec une femme qui avait eu un enfant, du coup, avec son ex-mari, et elle accusait l'ex-mari de tous les maux. Et en fait, tu as découvert que c'était faux, et que finalement, l'ex-mari, c'était quelqu'un manifestement d'à peu près sensé. C'était quelqu'un qui affichait une forme de bonne volonté les premières années après le divorce, mais après qui a laissé tomber parce que la relation est ingérable. Ouais, parce que la discussion était impossible, l'écoute impossible, donc Voilà. il avait abandonné. Je pense qu'il a abandonné. Après, c'est pas un saint non plus, j'ai l'impression. Mais bon. Qu'il l'est. Oui, certainement pas moi non plus d'ailleurs. Mais parce que voilà, par le passé, j'ai été un peu dur avec une femme en particulier. Mais disons que j'ai un excédent de karma là quand même, parce que ce que j'ai pris dans le visage était largement plus important que ce que j'ai pu distribuer, je pense. Voilà. Et a posteriori, est-ce que tu penses que cette expérience que tu as vécue, elle était nécessaire pour te faire avancer? Je pense qu'on peut s'en passer. Ok. Et Parce que j'ai déjà du mal à essayer de redevenir ce que j'étais intérieurement avant cette rencontre, en fait. Ok. Donc, c'est beaucoup de régression pour pas beaucoup d'élan, on va dire. Et quelle est cette personne que tu aurais voulu retrouver? Une personne enthousiaste, joyeuse, avec une capacité à diriger son énergie. Après, on est comme un puzzle complètement éclaté. Et on passe un temps fou déjà à essayer de ramasser les pièces et à se reconstituer un semblant d'image de soi. On ne sait pas comment rentrer en relation avec les autres. Moi, je me suis beaucoup isolé. J'ai loué un Airbnb à Bruxelles après la rupture pour essayer de me changer les idées, voir d'anciens amis là-bas. Et au final, la femme à qui j'ai loué ce Airbnb, elle m'a vu un matin dans sa cuisine. Elle m'a dit, mais
qu'est-ce qui t'arrive en fait Alors, je lui ai un peu raconté, elle me dit, moi il m'est arrivé un truc similaire, si tu veux, contacte cette femme qui vit dans un monastère dans le sud de la France, elle m'a beaucoup aidé et tiens, c'est un numéro qui circule parmi on va dire les élites belges, parce que bon, elle était journaliste. D'accord. Donc je savais pas quoi faire de ce numéro, mais un jour je l'ai appelé. Effectivement, j'ai fait quelques séances. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Rien. Voilà. Donc après, j'ai fait un autre parcours en passant par de l'hypnose. En fait, j'essayais juste de me sauver la vie, parce que là, ma seule idée, c'était de me suicider, en fait. Ouais. Ok. Donc de manière assez maladroite et en tâtonnant, j'essayais de faire en sorte de ne pas passer à l'acte. Ouais. En fait, une chose qui m'a sauvé, c'est un ami qui a senti que j'étais pas très loin de passer à l'acte le 31 décembre. De cette année? Quoi, 2024? Non, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Et qui a frappé à ma porte. Et il m'a dit, je sens que tu vas faire une connerie, viens avec moi. Donc on est un peu sortis. Et au final, il m'a forcé à aller voir un psychiatre. Ce que j'ai fait. Mais le psychiatre m'a très vite dit que il se sentait assez impuissant par rapport à tout ça, qu'il pouvait éventuellement me donner quelques molécules pour que ça aille mieux. Donc j'ai pris un traitement pendant 6 jours, mais après j'ai jeté tout ça à la poubelle. Et je me suis dit, il faut que je trouve en moi la manière de m'en sortir sans béquille, sans ces aides en fait. Après la rupture, j'ai passé pas mal d'heures aussi sur YouTube et je suis tombé sur un type qui s'appelle Sam Vaknin. Je vois très bien. Il est difficile à comprendre avec son accent, mais il y a les sous-titres. Et je me suis senti enfin un peu compris. Ouais, et quand on se sent compris, déjà, on se dit, tiens, j'ai trouvé un pays d'adoption. Donc c'est presque comme une nouvelle identité. C'est-à-dire le fait de se sentir compris, déjà, on se sent chez soi quelque part, ce qui est nouveau comme sensation. Ouais. Parce qu'après la rupture, je sais pas... T'as plus aucun repère. J'étais sans contenu, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, tout était un magma difforme. Je faisais semblant en façade pour les gens, mais à l'intérieur, tout était... T'étais vidé de ton identité. Complètement. Ouais. Je sais pas comment dire, même plus d'énergie, plus rien, en fait. Hein. Et aujourd'hui, est-ce que tu as recouvré certaines parts de ton énergie? Certains éléments positifs? Là, ça fait 2 ans, exactement. Donc, je dirais que ça fait 6 mois que je fonctionne de manière à peu près compréhensible par mon entourage et mon milieu professionnel. D'accord. Ok. Tandis qu'avant, on me regardait un peu comme une bête curieuse qui était un peu désaxée. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir retrouvé un moi à peu près construit. Je sais pas, peut-être je suis complètement fou et j'en ai pas conscience, mais on va dire la seule approche thérapeutique qui ait pu m'aider à ce moment-là, c'était le MDR. J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Ouais. Donc en fait, j'avais mal à la mâchoire et je suis allé voir un médecin qui m'a regardé et quand je suis rentré dans le cabinet, il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Qu'est-ce qu'elle vous a fait ?» C'est pas vrai. Ouais. Attends, là, tu parles d'un dentiste ou tu parles d'un psy? Un ostéopathe. D'un ostéopathe? Ouais. Ouais, c'est un type plus proche du chaman que de l'ostéopathe, je pense. Ouais. Et donc, on s'est compris du regard. Et puis, il m'a ausculté. Il m'a dit, vous avez un corps sans douleur. Le problème, c'est dans la tête. Allez voir cette femme. Elle fait de l'EMDR. Je pense que c'est peut-être ce qu'il vous faudrait. Donc, entre Sam Vaknin, qui recommande l'EMDR, et lui, je me suis dit, Donc, tu as fait pour les personnes qui ne le savent pas, l'EMDR, c'est un processus qui permet de désensibiliser les victimes, notamment de violences conjugales, mais avant, c'était les attentats, c'était les personnes qui avaient vécu des événements traumatiques, même dans l'armée, les soldats. Et en fait, on désensibilise les événements traumatiques un par un, avec des séances régulières. Est-ce que toi, c'est ça que tu as fait? Oui, parce qu'en fait, chaque souvenir de cette relation me mettait dans un état tel que je pouvais m'écrouler par terre. Bien sûr. Tu peux même pas en parler normalement, en fait. Même le simple fait d'être là, ça aurait été impossible.
À l'époque, oui, complètement. Ouais. Donc, en fait, juste pour dire, la relation a pris fin en juin. Et donc, juillet, août, septembre, octobre, je pleurais entre 2 et 4 heures par jour, Oh. non-stop. Donc, c'était une crise. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Ouais. Et on peut difficilement en parler à son entourage. Mais je me souviens, j'étais à une soirée professionnelle où j'ai croisé un type, je lui ai serré la main. Et j'ai regardé, j'ai fait « Fou, toi, ça va pas. » quoi. En fait, on s'est retrouvés en collègues de souffrance sentimentale. Voilà, c'est devenu vraiment un super ami depuis. Mais le MDR, c'est pas forcément une solution miracle, mais ça a tellement baissé l'intensité des émotions que j'ai pu réfléchir et dormir, enfin, un peu. Ouais. Parce Ce que qui bon, permet il de y avait penser que par des la insultes. suite. Oui, et puis éventuellement de se raccrocher à certains éléments de ce qui constitue une vie normale, c'est-à-dire retrouver une source de revenus, avoir Ouais. des amis, sortir un peu, et ne pas être assis, par exemple, au restaurant avec ses amis et pleurer intérieurement en ayant un masque avec un sourire pour faire semblant qu'on va bien, alors qu'on pense qu'au moment où on rentre à la maison et on se flingue, en fait. J'ai l'impression, quand je t'entends, qu'il y a eu vraiment un travail inimaginable, parce que tu es passé d'une personne qui n'assumait peut-être pas totalement ce qu'elle vivait, avec des crises de pleurs dont tu parles il y a quelques instants, qui restaient presque intimes, que tu ne partageais pas, à être capable de venir aujourd'hui témoigner sur les réseaux et à assumer tout ce qui s'est passé. C'est quand même un travail, une progression hors norme. Oui, mais à quoi sert-elle à part à approfondir de manière illusoire l'infini qu'on contient, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça me permet d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée avec une femme aujourd'hui. Ok. Donc en ça, je peux remercier vraiment mon ex pour les leçons. Et alors, quelles sont les leçons du coup qui t'aident aujourd'hui dans cette relation, dans cette nouvelle relation que tu as? Déjà, c'est que la bienveillance n'est pas forcément punie, en fait. Ce qui, pour moi, est assez nouveau. Oui, parce que toi, tu étais puni quand tu étais bienveillant. Exactement. Ouais, En tu tout l'as cas, dit. chaque bonne action ne sera pas laissée sans punition. C'était un peu ça. Tu comprends pourquoi, tu as compris pourquoi chaque action bienveillante était punie? Non, je ne sais pas si tu as une réponse, peut-être ça peut m'aider. J'en suis pas sûre, mais c'est simplement que tu représentais ce qu'elle n'aurait jamais été capable de faire. Elle était proche de toi, ce qu'elle voulait en étant proche de toi, moi de ce que je comprends, c'est qu'elle voulait avoir ces qualités qu'elle n'avait pas. Et au fur et à mesure qu'elle était proche de toi et qu'elle était dans cette fusion, et bien même avec cette fusion, ça ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à attraper tes qualités. Parce qu'on n'attrape pas les qualités de quelqu'un parce qu'on côtoie cette personne. Et donc à mesure que tu avais cette bienveillance qui grandissait, et ben elle te détestait encore plus parce qu'elle voyait ce qu'elle ne pouvait jamais donner. Oui, parce que sa narration de notre histoire est complètement l'opposé de la mienne. Bien et sûr. Si j'avais pas eu, on va dire, son enfant qui était un témoin extérieur et qui m'a dit 95% des engueulades, ça vient de ma mère, j'étais convaincu à un moment donné que j'étais co-responsable au moins à 50%. Et je me remettais beaucoup en question, ce qui est vraiment une attitude qu'on ne retrouve pas chez l'autre, ça c'est sûr. Ouais. Il n'y a aucun recul sur soi. Et ce que tu dis, c'est aussi une attitude normale dans une relation saine, de se sentir responsable, d'être conscient qu'on est responsable de la qualité de la relation, ce qui ne peut pas être le cas justement avec un pervers narcissique. Voilà, bon, il y a un diagnostic psy qui vient d'être lancé. Moi, mais ça, je le sais pas. Mais franchement, c'est pas le terme qui importe en vrai. Moi, je sais pas si, parce que statistiquement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors que je tombe dessus, c'est vraiment pas de chance. C'est possible. Ça peut être borderline, ça peut être. Ouais. Je sais pas. Je suis vraiment pas expert. Et je sais que c'est un terme qui est à la mode. Mais on va dire pour qu'il y ait ce type de personnes, il faut qu'il y ait aussi des personnes comme moi dans lesquelles ils puissent rentrer et progressivement tout saloper à l'intérieur. Donc en fait, ce qui m'a intéressé au début, c'était de la comprendre elle les 3 premiers mois. Mais après, je me suis dit, bon, c'est impossible. Je ne sais pas ce que c'est, cette créature. C'est inédit dans ma vie. Je ne vois pas ce que c'est. Par contre, la seule chose sur laquelle j'ai un peu de prise, c'est qu'est-ce qui se passe en moi. Ouais.
Donc, qu'est-ce qui fait chez moi que j'ai accepté autant? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans ma famille, plusieurs personnes m'ont dit il faudrait vraiment que tu sortes de cette relation? Parce que là, Ah, t'avais des amis quand même, quoi. De l'entourage qui te l'a dit quand même. ouais, la famille, oui. À partir de combien de temps de relation? Je dirais que le membre le plus proche de ma famille m'en a parlé au bout d'1 an. Ouais, c'est rapide, hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il Les te autres disait? au bout d'1 an et demi. Qu'est-ce que l'entourage te disait? Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? En fait, ce qu'ils disaient, c'est que je changeais. Ah, d'accord. Donc Et que- ils avaient totalement raison. Ah oui, enfin, que je disparaissais même. Ouais. Enfin, c'est-à-dire tout mon enthousiasme, toute mon énergie, tout mon peps, enfin, il y a tout qui s'éteignait en fait. Ouais. Ok. C'est l'extinction des feux en douceur sur plusieurs mois. D'accord. Ok. Et il y a une question que je t'ai posée il y a un instant. J'ai pas totalement compris ta réponse. Les leçons de ta relation passée qui t'aident aujourd'hui dans ta relation, qui t'aident dans ta relation actuelle. Je sais pas, je l'ai pas conscientisé. Tu l'as pas conscientisé encore. Non, je sais juste que je suis une personne qui utilise, en tout cas, le conflit avec ma compagne actuelle, quand il y en a un, comme une possibilité de croître, Ok, pas très comme bien. une possibilité de détruire l'autre. Et donc, on a trouvé un système de communication où on s'est mis d'accord que c'était nous deux contre le problème et pas elle contre moi ou moi contre elle. Donc déjà, ça change vraiment beaucoup la dynamique. Et qu'il fallait faire en sorte que les choses ne traînent pas trop longtemps pour qu'on n'accumule pas de ressentiment. Parce qu'en fait, le ressentiment, une fois qu'il s'accumule, il peut aller C'est le détachement. jusqu'au méga-drame, en fait. Ouais. Donc, je l'aime, clairement. Je suis heureuse pour toi. C'est C'est déjà beau. faut déjà voir ce qui se passe après, mais pourquoi pas. Merci. Et elle, j'ai l'impression aussi, ce qui est dur à accepter une fois qu'on est passé par une relation comme ça, on a quand même toujours des mots dans la tête qui reviennent où on sait qu'on est un peu, on n'est peut-être pas assez bien, enfin voilà. Mais quand je sens que j'ai ces épisodes de doute, je prends du recul et puis je reviens dans la relation, on va dire avec un niveau de confiance acceptable. Disons que je ne vais pas mettre sur ma nouvelle relation les stigmates de ma relation précédente. Mais j'ai accepté de démarrer cette relation qu'à partir du moment où j'avais plus de rage, de volonté de revanche, d'obsession, de rumination, et où je pensais plus à l'autre. Je peux te dire quelque chose qui me surprend dans ta réponse. C'est que tu n'as pas arrêté de dire que dans ta relation passée avec cette femme, ce que tu avais perdu, c'était ton identité. Et je suis surprise de ne pas entendre que ce que tu dois absolument conserver dans ta nouvelle relation, c'est ton identité. Oui, alors depuis, moi, j'ai réévalué les questions sur l'identité aussi. C'est que je pense même pas que ce soit si important de s'accrocher à ce genre de chimère, en fait. Ah bon? Ouais. Ok, pourquoi? Parce que ce serait une relation entre deux imagos, deux projections, comment dire, c'est une somme de malentendus et d'approximations sur soi avec lesquelles je vais rentrer en relation avec l'autre, en fait. Tu penses que c'est une approximation sur soi parce qu'on ne peut jamais se connaître? Oui. Ok, d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, l'identité, se connaître soi-même est quelque chose d'impossible. Hein? Ça, c'est mon principe. Hein. Non, mais je attends, sais c'est quand même le principe du temple de Delphes. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. C'est bien que c'est quasiment impossible de se connaître. Ouais, j'ai laissé tomber cette ambition que j'avais quand j'étais plus jeune, de vouloir mettre une forme sur la multitude que je contenais, on va dire. Oui, mais ça veut dire aussi que maintenant, tu es dans une adaptabilité plus forte, peut-être aussi. Disons que ma surface de contact avec ma nouvelle partenaire est supérieure. Ta surface de contact. Oui, c'est-à-dire il y a plus de possibilités d'exprimer différentes facettes de ma personnalité avec cette nouvelle personne. Avec la personne précédente, je ne pouvais pas dévier d'un certain rôle, sinon il y avait perte de contrôle et il y avait volonté de m'enfermer dans quelque chose. Moi, j'ai une question à te poser, tu sais. Tu y as déjà partiellement répondu, mais j'entends souvent ça quand je reçois des clients. C'est maintenant, je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit.
Aujourd'hui, quand je t'entends parler, j'entends que tu as envie de refaire confiance avec cette nouvelle femme que tu as rencontrée, Oui. que même tu es même sur la bonne voie, tu exprimes un sentiment amoureux. Comment t'expliques cette évolution si attendue par tant de victimes? Je ne vais pas les juger, je suis passé par là aussi. On peut tous passer par là. On ferme nos cœurs. Mais la vie est courte. Et j'en ai bien conscience parce que mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Et je ne peux pas trahir mon essence. Voilà, c'est pas une identité, mais c'est un flux. Et c'est un flux qui vient du cœur. Donc, je suis désolé pour ma nouvelle compagne qu'elle ait à recevoir autant, on va dire, de flux et que ce soit peut-être un déversoir d'un trop-plein accumulé. Mais pour l'instant, elle réagit suffisamment bien et puis c'est réciproque. Mais en fait, je ne vais pas me laisser définir éternellement par la relation précédente. Et si je ferme mon cœur, et effectivement, je suis le même homme qui a été brisé et mis à terre par l'autre. Déjà, de manière purement liée à ma fierté, j'ai pas envie de lui laisser ce genre de victoire sur moi. Et puis le sens de la vie, c'est effectivement d'avoir un cœur qui puisse s'ouvrir. Mais effectivement, je pense que là, les gens qui disent ça, c'est peut-être un peu extrême. Il faut essayer de voir avec qui on l'ouvre. Et il y a des personnes avec qui on peut, et puis d'autres qui sont des délinquants relationnels, avec qui il ne faut surtout pas... voilà, c'est des questions de trouver la bonne distance avec certaines personnes. Mais on peut encore, je pense, tomber sur des gens qui fonctionnent au cœur, et pas qu'à la transaction, pas qu'au rapport de force, même s'il est peut-être un peu là. Comment dire ? La relation précédente, c'était compter les points, qui paye quoi, qui donne quoi. Enfin, c'était toujours des histoires de calcul sans fin. Je me souviens de la première fois qu'on est partis en vacances ensemble, le deal qu'on avait avec mon ex, c'était je paye la première semaine, elle paye la deuxième semaine. Mais dans Caviar pour la première semaine. Non, mais dans sa tête, elle avait payé les 2 semaines. Ah ouais, ok, d'accord. Et on peut rien faire. Même si on montre les extraits de compte, on peut strictement rien faire. C'est là qu'on se dit qu'il y a un vrai problème. Ah, c'est assez fascinant, oui. Ouais, c'est fascinant. Donc à la fin, j'avais un calepin où je notais ce que j'avais dit, ce que j'avais entendu. Ouais. Et des fois, je prenais ce calepin et je disais, ouais, ok, je me souviens, le 23 janvier, elle m'a dit ça, moi je lui ai dit ça. Parce qu'après, s'il y a une engueulade, comment dire, rien de ce que vous ne pourrez dire ne sera pas retenu contre vous. Enfin, il y a toujours une accumulation de reproches et de récriminations. Oui, bien sûr. Et puis, elle peut remonter très très loin dans le passé. Mais ça, avec tous les détails passés. Oui, mais transformé pour arranger sa victoire, en fait. Ouais. Donc, en fait, son seul but, c'était de gagner. Parce que moi, mon but, c'était qu'on gagne à 2. Et alors là... Vous n'avez pas les mêmes buts, en fait. Non, mais je ne le voyais pas, en fait. Mais je ne peux pas lui reprocher d'avoir ce genre de but. Il y a pas mal de gens qui ont ce but. Mais même sur un plan plus large, il y a soit une société basée sur la compétition, soit sur la coopération. C'est les mêmes dynamiques qu'on peut retrouver sur un plan méta, sur un plan personnel et intime. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la relation que tu as eue dans le passé te permet d'identifier plus facilement les manipulateurs au sens large? Est-ce que tu penses avoir un radar? Je pense être manipulateur aussi, déjà. Ouais, ok. Je pense qu'on essaie tous d'influencer des fois certaines personnes dans notre intérêt. Voilà. Où est-ce qu'on place le curseur? Influencer et influencer en ayant une satisfaction du mal qu'on inflige à l'autre, il y a quand même un gap important. Moi, j'ai pas vu de satisfaction de son côté. Je pense pas. Des fois, il y avait effectivement un petit sourire narquois, ce genre de choses, mais c'était pas une grande satisfaction. Mais c'était... elle était victime aussi, elle, quelque part, d'un besoin de tout contrôler, de vivre plein de choses contradictoires et de réaliser au final qu'un seul homme ne pouvait pas lui apporter tout ce qu'elle attendait de l'existence, avec un vide en elle
vraiment incommensurable et toujours à nourrir de l'extérieur. Effectivement, il y avait une obsession de l'image qui passait par pas mal de frais en chirurgie, en soins esthétiques. Enfin, à un moment donné, c'était devenu une obsession, l'image. Et moi, j'ai été accusé de vieillir trop vite, en fait. Ah oui, mon Dieu. Voilà. Et, Comment ça? C'est pas possible, tu ne sais pas lutter contre le temps. ben, j'aurais dû faire appel au bistouri, peut-être. Mais ouais, enfin, moi, je pars du principe qu'on doit accepter. Mais voilà, c'est des questions de conflits philosophiques majeurs, en fait. Est-ce qu'on accepte? On lutte peut-être, mais dans quelle mesure? Quelle place on donne à tout ça? Et moi, j'ai eu des propos assez blessants aussi à son encontre, mais en réaction à certaines attaques. Donc au début, effectivement, je réagissais pas trop. Mais après, je me suis retrouvé à sortir des attaques qui étaient tout aussi puantes que les siennes, en fait. Voilà. Okay. Et après, c'était devenu un pugilat quasi permanent. Okay. Et tu as utilisé des mots pour décrire cette femme. Tu as parlé de vide intérieur chez elle, du fait qu'elle était une victime, de son obsession pour l'image. Est-ce que tu en arriverais à avoir aujourd'hui de l'empathie pour elle, de la pitié, de la compassion? De l'amusement. Ah, d'accord. De l'amusement, ça veut dire quoi pour toi de voir... T'es amusé, tu ris quand tu vois sa situation? C'est ça que ça veut dire? Ou tu ris de la nature humaine de manière générale? De manière générale, et de moi quasiment tous les jours, parce que j'ai été extrêmement pathétique dans le cadre de cette relation, et puis des fois ailleurs aussi. Mais qu'est-ce qui m'amuse maintenant? Ce qui m'amuse, c'est que le projet a échoué déjà. Son projet à elle? Oui. Son projet de destruction? Oui, parce que les mots, c'est à la rupture, c'est tu trouveras plus jamais quelqu'un comme moi, aussi belle que moi. Ça, je te le souhaite. Aussi belle que moi, aussi intelligente que moi, aussi. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Bon, là, mes yeux étaient moins amoureux, donc je me disais, waouh, enfin, si je parlais comme ça de moi, je pense qu'on se moquerait beaucoup, oui. Mais. Moi, je lui ai répondu à ces réflexions. Je lui ai dit, moi, je cherche mieux de relations, pas mieux sur des critères, en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que le rire, c'est l'ultime victoire, en fait. Enfin, pour moi, c'est un signe presque de guérison. Parce que jusqu'à présent, en fait, j'avais que les pleurs, la rage, la volonté de revanche, qui a duré jusqu'à l'EMDR. En fait, les premières séances de MDR, je me souviens, au bout de la 3e ou 4e séance, je me suis levé et je suis parti. Parce que j'ai dit à cette femme, vaut mieux que je parte, sinon je vais vous faire du mal. Parce que j'étais elle a remonté tellement de choses. Et donc je me souviens, après j'ai fait une marche d'1 heure très rapide pour essayer de... Et je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, plus jamais je referai de séance avec vous. C'est la folie, votre truc. Et je suis revenu, voilà. J'ai fait une 10aine de séances. Et au bout de la 10e séance, pareil, je suis parti, je lui ai dit, mais ça sert à rien, je fais 10 séances, je paye 70 € par séance, ça sert à rien votre truc. 3 semaines après, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire, waouh, j'ai retrouvé le sommeil, quand je pense à cet épisode de mon existence, j'ai pas envie de casser les murs, j'ai pas envie de pleurer. Donc il y avait un décalage en fait, mais j'attendais un résultat immédiat. Ouais. Mais donc, elle a réussi, elle a bien réussi son coup, cette praticienne, c'est-à-dire, comme elle est restée sans réaction, elle a fait disparaître ma colère que j'avais même contre elle, parce qu'elle réveillait des souvenirs que je voulais pas forcément examiner, en fait. Ok. On est parti dans tous les sens. Alors, je sais pas. Je sais pas comment tu vas faire au montage, je suis désolé, c'est un vrai chaos dans ma tête. Ok. Antoine, en fait, est-ce que... Ah, pardon. Mais en fait, aussi, il y a une chose à prendre en compte, c'est que quand moi j'ai rencontré mon ex, je cherchais du boulot. D'accord. Et j'ai passé les entretiens d'embauche, ainsi de suite. Mais un jour, elle m'a dit, mais pourquoi tu bosserais pas avec moi? Donc elle m'a donné un rapport, elle m'a dit, est-ce que tu comprends ce qui se passe là-dedans? J'ai dit,
pas beaucoup, mais je pense que voilà, sur les chiffres, il faut peut-être faire ça, ainsi. Elle me dit, ouais, demain, tu as ton premier call avec un client, si tu veux. Donc, je me suis retrouvé comme ça, sans savoir de quoi je parlais, face à une entreprise assez importante, de devoir discuter de chiffres dans des colonnes, des choses comme ça. Et au final, je m'en suis pas trop mal tiré. Donc, elle m'avait présenté ça comme une opportunité professionnelle qu'elle me présentait. Au final, elle a utilisé beaucoup ça pour me faire du chantage. Et quand je voulais partir, donc, elle était j'ai un nouveau client pour toi, allez, c'est bon. Bon, jusqu'au moment où j'ai dit je peux plus travailler dans ces conditions-là, et je suis passé à autre chose en fait. Mais il y avait des retards dans les paiements pour que je me retrouve dans la merde financière. Après, m'accuser d'être dans la merde financière. Il y a plein de choses qu'elle payait pas à son enfant que je payais moi, parce que je voyais qu'il lui manquait des tas de choses. Mais ça, c'était jamais vu, c'était jamais reconnu. Et si je peux me permettre, le fait qu'un conjoint dise à son conjoint viens travailler dans la société, ce sera plus facile, on pourra travailler ensemble, se voir tout le temps, on pourra compter l'un sur l'autre et construire quelque chose de génial, c'est typique des relations avec des situations de violence. Parce qu'en fait, le travail, ça permet, c'est une forme, de chantage par la suite. Oui, au début, c'était présenté comme deux intelligences qui se mettent côte à côte pour conquérir les marchés et ce genre de choses. Et après, effectivement, c'est revu. Alors, quand même, en public, elle louait la qualité de mon travail. Mais après, en privé, c'était vraiment l'enfer. Je sais qu'un des derniers rapports que j'ai envoyé, le client m'a envoyé un message de félicitations pour me dire que c'était du bon travail. Et 3 heures après, m'a envoyé un message pour dire ton travail, c'est de la merde, j'ai honte. Comment tu peux présenter un truc pareil à des gens avec qui je travaille. Enfin, bon, voilà. Donc, il y avait ça. Mais moi, je savais intérieurement que j'avais fait du bon boulot sur ce coup-là parce que c'était un domaine encore où rien n'avait vraiment été fait sur cette question-là. Et donc, j'ai vraiment imaginé des choses qui étaient un peu à la frontière de ce que faisaient d'autres experts sur le sujet, en tout cas. D'accord, ok. Et il y a quelque chose de très important également que tu viens d'aborder, c'est la question, en quelque sorte, du double visage de la personne avec laquelle tu étais. Si tu devais décrire son image, en quelque sorte, publique et son image privée, et le faire de manière assez synthétique, tu dirais quoi ? Je pense qu'elle déménage souvent parce que son numéro peut tenir quelques mois, peut-être 2 ans, 3 dans le meilleur des cas. C'est pareil pour les changements de job et ainsi de suite. Ça peut faire illusion. J'ai trouvé des tas de correspondances, d'emails avec d'anciennes sociétés dans lesquelles elle travaillait et où il y avait des choses qui se passaient qui étaient de l'ordre du conflit quasi généralisé avec les autres. Okay. Mais jamais responsable en tout cas. Je pense que oui, elle est obligée de se recréer en permanence, oui, et de changer d'endroit. Pour justement pouvoir conserver son image. Probablement, je ne sais pas, mais il y a clairement une instabilité. Ouais, ok. Moi aussi, je l'ai eu. J'ai vécu dans pas mal de pays, mais des tranches de 5 ans, 10 ans, bon. Mais elle, oui, je pense qu'il y a peut-être la volonté de se recréer. C'est quelqu'un qui a une intelligence assez redoutable et qui, en public, fait très attention à la manière dont elle se présente au monde, oui, ça c'est sûr. Ok. Va dire la brochure est parfaite. La brochure est parfaite. Mais à la maison, oui, effectivement, on se retrouve avec un autre personnage qui est pas connu et qui est presque pas imaginable par les autres. D'accord, ok. Moi, j'ai le malheur d'être assez monolithique au final, d'être un peu le même mec un peu partout, ce qui peut-être manque un peu de saveur. Mais là, effectivement, il y a peut-être un peu trop d'épices de l'autre côté. Okay. Écoute, je te propose de terminer ce podcast. Est-ce qu'il y a un mot, quelque chose, un message que tu souhaiterais transmettre pour terminer ce podcast
Quand on est un homme, c'est un peu difficile actuellement de dire qu'on est un peu maltraité, frappé par une femme. Et d'autres hommes peuvent vraiment pas comprendre ce qui se passe, en fait. Comment on en arrive là, comment on peut accepter ça. Et je leur jette pas la pierre parce que j'étais comme ça avant. Une fois qu'on a vécu ça, on passe un portail dans une autre réalité où effectivement on peut comprendre pourquoi les gens restent trop longtemps dans ces relations et c'est fatal. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc peut-être que je peux inviter les personnes qui vont regarder à perdre moins de temps que moi sur la partie de la guérison, on va dire. Et à peut-être immédiatement faire appel à des gens qui arrivent peut-être même à comprendre en un regard ce qui s'est passé. Donc je me souviens d'une femme dans mon milieu professionnel qui m'a regardé et qui a compris ce que je vivais. Elle n'a pas parlé, mais voilà. Donc ça m'a fait énormément de bien. Donc si on peut trouver des gens qui ont compris ça sans forcément avoir vécu ça, mais ça, je ne sais pas si c'est possible. Toi, j'ai l'impression que, en tout cas, tu fais partie des gens qui arrivent, en tout cas, à être des accélérateurs, en tout cas, de compréhension de ce qui nous arrive. Mais comprendre, c'est pas assez. Il se passe quelque chose sur le plan de l'enracinement des émotions et des faits et des événements. Et il y a quelque chose à détricoter là-dedans pour que les réactions, quand on repense à ce passage de notre existence, soient moins intenses et qu'on puisse retrouver la surface et ne plus être étouffé par les ruminations, la remise en question, qu'est-ce que j'aurais dû faire, enfin... Voilà, en fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé et ça n'a pas pu se passer autrement. Parce que ça s'est passé comme ça. Enfin, voilà, c'est une tautologie. Mais, voilà. Mais j'ai passé trop de temps à vouloir disséquer. Et ça, c'est une erreur parce qu'au final, j'ai entraîné mon cerveau à devenir très bon, en tout cas à mon échelle, pour disséquer les choses. Et je suis devenu un expert de la rumination, en fait. Un expert de l'analyse. Peut-être pas de l'analyse, mais en tout cas dans la répétition des mêmes images, des mêmes moments. Et de la question principale, c'est qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, pourquoi je ne suis pas parti, bon voilà. Une fois qu'on a accepté que c'était fait, voilà, quelles sont les bouées dans un premier temps auxquelles on peut se raccrocher. Donc, moi, je n'avais pas la connaissance de l'EMDR. Voilà, j'ai l'impression que ça m'a aidé. C'est peut-être pas la panacée. Il y a aussi une autre forme de thérapie qui m'a beaucoup aidé, c'est le froid. C'est me mettre dans l'eau glacée tout l'hiver. Manger des glaçons, ça suffit ou pas? Ça, je sais pas. C'est peut-être bon. C'est une blague. C'est peut-être bon pour la peau, au final, de s'en mettre sur le visage. Mais en tout cas, j'avais l'impression que ça avait un effet sur mon système nerveux parce que ça se joue pas sur le plan mental, mais presque sur le plan de la colonne vertébrale, de la moelle épinière. Enfin. Puis il faut de la volonté pour aller se mettre dans le froid aussi. Hein. C'est un dépassement. C'est une sacrée maîtrise, une sacrée discipline. Après une épreuve comme ça, on sent plus le froid au début. Ah bon? Ouais. Ok, intéressant. Parce qu'on est, je sais pas, il y a quelque chose qui est cassé en nous, qui fait qu'on n'a pas le même rapport aux sensations en fait. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. C'est intéressant. Ok. J'étais gelé en fait. Donc comme je suis gelé, me mettre dans l'eau gelée, enfin je ne sentais pas le. Ok. Je sentais pas le. Je sais pas. Mais je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est le froid combiné à l'EMDR. Ouais. Mais tu as travaillé le corps en fait, de manière générale. Tu as beaucoup travaillé le corps. Oui, ben, comme disait Nietzsche, toute thérapie passe par le corps. Je ne vois pas comment finir mieux ce podcast. je pense que c'est le moment de s'arrêter. Ok.